il est passé à l'acte brusquement alors qu'il était déjà surveillé. Alors, vous pouvez bien sûr nous donner votre point de vue sur les différents sujets que nous allons traiter avec le hashtag point de vue, hashtag Figaro Live. Alors, pour cette présentation, je pense que d'abord, on peut commencer par rendre hommage aux forces de l'ordre, et notamment à cet officier de gendarmerie remarquable qui a pris la place d'un otage et qui a été gravement blessé dans l'assaut cet après-midi. On peut aussi s'interroger sur le profil du terroriste donc, qui a été abattu par les forces de l'ordre. C'est un franco-marocain de 26 ans qui était connu pour des faits de petite délinquance, qui était fiché S, mais le ministre de l'Intérieur l'a reconnu. On ne pensait pas qu'il était radicalisé. Est-ce que, face à ce genre de profil, il y a des décisions qu'il aurait fallu prendre et qui n'ont pas été prises? Lucille Schmid, quel est votre projet là-dessus, votre position, pardon, et l'actualité me fait penser que j'ai oublié de présenter les invités pris par cette actualité très chaude. Donc Lucille Schmid qui est avec nous, qui est coprésidente de la Fondation Verte Européenne. On a aussi le plaisir d'accueillir ce soir Véronique Reissoult, la présidente de Dentsu Consulting, Daniel Bilalian, journaliste et ancien directeur des sports de France Télévisions, et Hervé Nathan, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Lucille Schmid, je reviens vers vous pour cette première question. Est-ce qu'on peut éviter ce genre d'événement en traitant différemment le terroriste compte tenu de ce qu'on connaît de son profil? Moi, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que Gérard Collomb ait dit les choses simplement, calmement, et qu'il ait reconnu qu'effectivement, il était fiché S, mais qu'on ne pensait pas qu'il se radicalise. Donc ça montre qu'il y a un problème, puisqu'on voit bien, attentat après attentat, que la question des fiches S est quelque chose qui montre qu'il y a un repérage, mais qu'ensuite on ne sait pas comment faire. Alors il y a plusieurs choses à dire, c'est que ça suppose, et ça a été dit d'ailleurs à chaque attentat, ça suppose des moyens humains supplémentaires sur la question du renseignement, la capacité à enquêter, et là il y a des choix à faire en termes de politique publique, comme vous le disiez Guillaume, c'est-à-dire qu'au fond, quand on vote un budget pour le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on doit voter en termes de qualification des personnels, comment est-ce qu'on oriente les moyens qui sont portés par l'État là-dessus, c'est un premier point. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'on a énormément de données, et cette question des fiches S est essentielle, mais qu'on ne sait sans doute pas comment est-ce qu'ensuite on traite les données, comment est-ce qu'on les apparie, et comment est-ce qu'on fait ensuite pour savoir comment, en fonction des données, ça peut avoir lieu là, le scénario sera celui-ci, etc. Et en discutant avec des spécialistes de la sécurité, ils vous disent assez régulièrement que cette question du traitement des données, en dehors de la question des personnels à recruter, est un sujet qui est posé au ministère de l'Intérieur. On a de plus en plus de données et on ne sait pas comment faire pour les utiliser, pour prévoir ce qui peut se passer. Donc à chaque fois, on a le sentiment qu'on court après l'événement, qu'il y a des morts. Je rappelle, il y a 3 morts, mais il y a aussi le terroriste qui a été abattu. Donc ça veut dire que quelque part, il y a aussi une pratique aujourd'hui où la seule chose à faire, c'est d'abattre le terroriste, alors qu'on souhaiterait, dans une démocratie, au fond, prévenir les choses et faire en sorte qu'il n'y ait pas de radicalisation. Donc ça, c'est un sujet qui est essentiel. Et donc, je dirais 2 choses. Politique publique, investissement essentiel sur la qualification des personnels. Et la deuxième chose, c'est le traitement des données. On peut utiliser les nouvelles technologies. On doit entrer dans une nouvelle ère de traitement de la donnée et pas seulement être en réaction par rapport aux faits. Daniel Bilalian, il y a aussi des gens qui vont plus loin en disant un fichier S, s'il a la double nationalité, il peut être expulsé puisqu'il ne se retrouve pas apatride. Et donc, il faudrait qu'on prenne des mesures plus fermes par rapport à ces gens. Alors, moi, pour ce qui concerne les fichiers S, je pense que c'est un problème sans fin. Je veux dire, on fiche les gens, mais on ne va pas mettre un policier devant la porte de chaque fichier S. En plus, on s'aperçoit souvent que la personnalité de ces hommes qui font les attentats sont souvent des gens qui ont été d'anciens dealers, qui ont été parfois des gens, en tout cas, à part de la société, et qui, d'un jour à l'autre, comme ça, se lancent, sortent de chez eux un matin et tuent des gens. Je pense qu'il n'y a rien à faire, contrairement, je peux dire, on peut utiliser toutes les données du monde, il n'y a rien à faire contre quelqu'un qui sort de chez lui le matin et qui a décidé de buter 3 personnes. Ça, vous ne pouvez rien. Alors ensuite, c'est vrai que je pense qu'une partie de la population souhaiterait que lorsqu'on a la double nationalité et qu'on se livre à de telles exactions, on puisse effectivement renvoyer les gens chez eux. Je pense que c'est pas... Aujourd'hui, je crois que ce qu'on ne pouvait pas dire il y a quelque temps, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'avec le politiquement correct, il se trouve qu'on arrive à un moment où on ne peut plus rien dire, hein, parce que même vous, madame, vous avez parlé tout à l'heure de radicalisation de la police qui a tué au lieu de l'arrêter.
pas ce que j'ai dit. C'est pas le terme que j'ai C'est un employé. peu- c'est un J'ai petit dit peu, que c'était hein. dommage qu'on soit réduit en réaction Oui. à tuer un Mais terroriste. que faire d'autre? Que faire d'autre? Mais dans ce cas précis, c'était sans doute la seule chose à faire. Mais Ah je bon, souhaiterais, d'accord. Ah bon, j'aurais d'accord, préféré parfait. qu'on réagisse Donc et qu'on je prévoie. pense, excusez-moi, donc j'avais mal interprété, donc je Oui. pense qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Cela dit, c'est le deuxième attentat sous l'ère Macron, après les affaires de Marseille, et je pense que sur ce terrain-là, où il a été jusqu'à présent moins déterminé que dans d'autres, en tout cas dans son langage, lorsqu'il en parle, je crois que peut-être cette fois-ci, ça va l'inciter peut-être à être plus direct, parce que je pense qu'il y a une partie des Français qui, sans être ni racistes ni rien, en ont assez de ça et sont inquiets tous les jours en sortant de chez eux. Je veux dire, moi je peux vous dire une chose, c'est que maintenant je regarde parfois des choses dans la rue que je ne regardais pas il y a 3 ans encore. Donc est-ce qu'on peut vivre dans cette atmosphère-là? Oui, on peut vivre. La preuve, c'est que nous vivons dans cette atmosphère-là. Véronique Reissoult. Alors évidemment, ça a beaucoup fait réagir. Plus de 100 000 messages en quelques heures, beaucoup d'émotions. En fait, les internautes n'ont pas tant parlé d'Emmanuel Macron que de la police. Évidemment, c'est surtout des hommages et des remerciements aux forces de police, à la réactivité et au comportement en plus visiblement d'un policier qui était particulièrement héroïque. Ouais, d'un officier de gendarmerie. Voilà, donc on va dire qu'on est dans l'émotion, donc c'est toujours difficile de réagir ainsi. Par contre, c'est vrai qu'il y a un comportement qui se rapproche un peu des anglo-saxons, qui sont toujours un peu fatalistes dans ce genre d'affaires, et on sent que les Français se disent maintenant il faut s'habituer, parce que c'était dans un supermarché, donc un lieu du quotidien, et de se dire qu'en fait ça peut arriver dans les lieux du quotidien. Et puis après la polémique sur les fichiers S, à chaque fois c'est le même sujet, et globalement les uns et les autres se demandent à quoi ça sert de ficher si on ne peut pas suivre, mais en même temps il faut ficher, et c'est une discussion qui finit par devenir compliquée. Après, pour ce que j'ai pu voir cet après-midi, le sujet des émigrés, on va mettre de côté les sphères qui s'expriment toujours sur ces sujets-là. Sinon, globalement, ce n'était pas tellement le sujet cet après-midi. C'était plus beaucoup d'émotions, beaucoup de compassion pour les victimes et beaucoup d'empathie et de remerciements pour les forces de police. Hervé Nathan, on parle de fatalisme. Est-ce que c'est effectivement... est-ce qu'il faut s'habituer parce qu'on ne peut rien faire, comme disait Daniel Bilalian? Moi, je pense... C'est triste à dire. Je pense qu'il ne faut pas s'y habituer, mais il faut s'armer de patience. Je suis d'une génération, mais Daniel Bilalian est sûrement de la même, et voire un peu plus, qui a connu la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait des attentats. Il y avait des attentats pas seulement en Algérie, qui étaient terribles. Alors pour le coup, les bistrots, etc., Milbar, je me souviens bien, etc. Mais en France aussi. Quand on entendait des pétards, on appelait ça des bombes algériennes, j'avais 5 ans. Et à 5 ans, on parlait des bombes algériennes. Quand on était un pétard, c'était des petits pétards qu'on lâchait sur le trottoir. Je peux donner une précision. Moi, j'étais au lycée Jacques Decour et on ne pouvait pas traverser le boulevard parce qu'on était à Barbès et que là, c'était interdit d'y aller. Donc en fait, d'une certaine manière, nous avons, la population française, elle a déjà une première expérience de ça, d'une violence extrême. D'abord, ça a eu des conséquences dans le corps politique français, parce qu'après, il y a eu les morts à Charonne, parce que c'était en réaction à des manifestations qui avaient été durement réprimées. Il y a eu beaucoup de morts chez les Algériens, etc. Donc, il faut s'armer de patience parce que c'est long. Voilà, la lutte contre le terrorisme, c'est long. Et ça, je pense que quelque part, dans la mémoire collective des Français, il y a l'histoire. On sait que c'est long. La guerre d'Algérie, ça a été long. Et là, ça risque d'être encore plus long. Il faut tenir. Voilà. Et effectivement, il faut avoir de la compassion pour les victimes. Il faut avoir de la reconnaissance pour ceux qui sont en front. C'est le cas du lieutenant-colonel qui s'y est mis. Je pense que ces sentiments-là sont communs. Après, il y a la politique. Pour revenir au président de la République, le président de la République, il a fait 2 choses depuis qu'il est arrivé au gouvernement, et d'une certaine manière, il a tiré 2 cartouches, et on ne voit pas lesquelles il va pouvoir tirer maintenant. Il a fait une cellule à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il a fait tout remonter en disant le responsable de la lutte anti-terrorisme, c'est moi. Donc il va falloir lui demander c'est vous, alors qu'est-ce que vous avez fait là? Les gens vont se retrouver, vous avez fait une cellule antiterroriste. Et le propre d'une démocratie, c'est s'interroger sur le fonctionnement des instruments qu'on met en place. Et il y a eu aussi une loi une loi antiterroriste qui a été votée par la majorité actuelle. Et donc, logiquement, le débat démocratique doit se dire, mais cette loi, elle a servi à quoi, là? À quoi elle a servi? Alors, peut-être qu'après, on peut aller là où moi, je n'ai pas envie d'aller, mais où Daniel Bilalian a envie d'aller, c'est-à-dire aller plus loin et dire on peut prendre des choses plus compliquées. Je rappelle quand même que le président de la République actuelle, il a été élu sur le refus de distinguer la double nationalité. C'est-à-dire que, normalement, il a été élu au premier tour, et d'ailleurs sur une prise de position quasi publique, alors qu'il était au gouvernement, de refus lors de la polémique de la double nationalité, si vous vous souvenez. Le refus des expulsions. Le refus des expulsions. Ou de déchéance de nationalité. De déchéance de nationalité, parce que ça revient à ça. Le débat, ouais. c'est faire revenir le débat sur la déchéance de nationalité.
normalement, il s'est présenté dans le Français en disant « je ne le ferai pas ». S'il le fait, bon, alors là, c'est vrai, mais bon, d'une certaine manière, ça fait penser à un ancien premier président du Conseil de la SFIO qui avait été élu pour faire la paix en Algérie, qui a mobilisé le contingent pour aller faire la guerre. Enfin, bon, on peut tout imaginer. Vous êtes opposé sur le principe, Hervé Nathan, à l'expulsion des gens condamnés qui ont la double nationalité, ce qu'on appelait la double peine. Oui, Nicolas Sarkozy lui-même l'avait supprimé. D'abord, la double peine, c'était pour les gens qui n'étaient que immigrés. D'accord ? C'était les gens pour les étrangers. C'est-à-dire, on pouvait expulser quelqu'un qui avait été condamné parce qu'il n'était pas français. Là, voilà. Il s'agit de gens qui ont la double nationalité. Donc, ils ont la nationalité française. Et d'une certaine manière, ils peuvent dire, moi, je suis français, etc. Dans le cas d'espèce, on ne le connaît pas bien. Alors, j'ai beaucoup de scrupules à parler parce qu'on ne connaît pas bien le cas, là. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut parler globalement. Voilà, il faut parler globalement. Mais là, si j'ai bien compris, le terroriste, il n'avait rien fait de terroriste avant. À tel point qu'il n'était pas du tout surveillé pour terroriste. On avait essayé et la police dit finalement on n'avait rien trouvé sur lui. Donc, alors moi je suis assez d'accord. Moi je pense que ces choses-là se résolvent avec la police. Il faut donner beaucoup de moyens à la police, bien les encadrer parce qu'il y a des problèmes de respect des libertés fondamentales, mais il faut leur donner beaucoup de moyens, beaucoup d'effectifs et beaucoup de moyens techniques pour qu'ils fassent leur travail. Est-ce que vous pensez parce qu'il n'y a que ça qui marche. Il faut faire preuve de patience comme pendant la guerre d'Algérie, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au siècle d'Internet, où les gens résolvent leurs problèmes en 35 secondes, les gens vont avoir la même patience qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Oui, il y a une forme de résilience quand même. Ah bon ? Ouais. Justement parce que, un peu à l'anglo-saxonne, keep calm and carry on, c'est cette espèce d'habitude de se dire, ben voilà, il va falloir vivre avec. Donc la résilience, elle est là. Après, on cherche toujours des coupables, on a toujours envie d'entendre des solutions, mais cette résilience, on la sent quand même assez fortement. Il y a aussi je vous donne juste, je vais vous donner la parole après, Lucille, bien sûr. Je vous donne juste les réactions des internautes parce qu'ils sont très révélateurs des points de vue qui sont très variés sur ce sujet. Il y a l'artichaut, c'est évidemment un pseudonyme, qui nous dit « Renvoyer les gens, ouvrez les guillemets, chez eux, fermez les guillemets, quel étrange langage ». Alors que José nous dit c'est le résultat du laxisme avec les radicalisés, hélas. Pourquoi garder ces futurs terroristes chez nous ? Fazi qui nous dit ces scénarios se répéteront souvent, hélas, tant que des armes seront vendues ailleurs. Et puis Elodie qui nous dit pensez-vous qu'il y aura un jour un référendum pour que les Français puissent enfin choisir leur sécurité et comment, point d'interrogation. Et Gérard qui nous dit pourquoi était-il fiché S alors. Je vais vous proposer une autre réaction, c'est une réaction d'une responsable politique, en l'occurrence Marine Le Pen. Voilà le tweet qu'elle a publié cet après-midi. Macron réagit, a-t-elle dit, à un attentat islamiste commis par un étranger. En l'occurrence, on avait d'abord dit qu'il était marocain, en fait il est franco-marocain, aux côtés de celle qui a ouvert l'Europe à une vague migratoire sans précédent, désastreux aveuglement. Et Marine Le Pen fait allusion à cette conférence de presse commune de Emmanuel Macron avec la chancelière Merkel. Lucille Schmid, le sujet va forcément revenir de l'immigration, de l'ouverture des frontières. Est-ce que, à votre avis, c'est abusif de lier les deux sujets ? En général, évidemment, dans le cas d'espèce, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Marine Le Pen. Écoutez, j'espère ne pas être la seule autour de ce plateau à ne pas être d'accord. Je pense qu'on fait de la pub à Marine Le Pen et peut-être qu'on est un peu les seuls aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, elle arrive au second tour d'élection présidentielle, donc c'est quelqu'un qui compte dans le paysage politique français. Depuis, elle s'effondre. Et donc la question, c'est que effectivement, on commence par le dire marocain, puis on le dit franco-marocain, et au fond, le fait qu'il soit français et qu'il ait la double nationalité est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont que français qui peuvent devenir terroristes. Parce qu'il y a un sujet, ça a été dit, une sorte de mélange entre de l'idéologie et des processus intimes. Et c'est pour ça que cette question de la radicalisation est si compliquée, parce que quelque part, il ne semblait pas être radical, il n'avait commis que de petits larcins ou commis des petits délits sur sa fiche, et en fait, il était radicalisé à l'intérieur. Donc c'est toute la difficulté que nous avons, cette question d'une guerre psychologique et en même temps d'une guerre idéologique. La deuxième chose que je voulais dire sur Angela Merkel, qui est un sujet effectivement assez passionnant, c'est qu'il faut quand même rappeler que si Angela Merkel, s'il y a tant de migrants aujourd'hui en Allemagne, c'est parce que les autres pays d'Europe ont choisi de ne pas prendre leur part du fardeau, et notamment les pays d'Europe de l'Est, et qu'il y a aussi la même situation en Italie, et qu'on voit bien qu'en Italie, en Europe de l'Est, etc., cette question migratoire fait progresser des populismes. Donc je pense que Emmanuel Macron a raison d'avoir tenu un langage assez ferme et de mener une politique assez ferme sur les questions migratoires, mais qu'il y a un moment où il faudra aborder ces sujets au niveau européen, parce que la question du terrorisme, elle n'est pas une question seulement française. On sait bien qu'il y a une porosité des frontières, et on sait bien qu'on sera efficace. Tout à l'heure, j'ai parlé des moyens des politiques publiques françaises. Il faut qu'on soit aussi efficace au niveau européen, et je pense que c'est excellent qu'Emmanuel Macron réagisse
au niveau européen, c'est quelque chose de très fort. Après, sur la déchéance de nationalité, mais Emmanuel Macron, c'est l'homme de la rupture. Il ne peut pas proposer quelque chose qui a été repoussé et qui, au fond, a coûté aussi à François Hollande énormément, pas seulement vis-à-vis de sa famille politique, mais en termes de crédibilité. On rappellera que François Hollande était au départ pour la déchéance de nationalité, pour les doubles nationaux, et ensuite qu'il a changé d'avis. Il a changé d'avis parce qu'il s'est aperçu que c'était une mesure qui, symboliquement, était destructrice à gauche, profondément destructrice, et en plus, qui n'était absolument pas opérationnelle. Quand on est prêt à mourir pour mener un attentat, évidemment, on s'en fout de perdre la nationalité française. Et d'ailleurs, qu'on soit franco-marocain ou français tout court, je pense que quand on est prêt à mourir, sa nationalité, quelque part, on s'en fiche. Merci. Je vous propose de passer à un autre sujet, heureusement moins dramatique. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui était hier soir au journal de 20h de TF1, quelques heures après sa mise en examen dans le cadre d'une affaire de financement présumée par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président était particulièrement pugnace. Au cas où vous auriez manqué cette séquence, en voici les meilleurs moments. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans, mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur et je n'ai pas l'intention de céder 1 centimètre de terrain à cette bande. On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait. La politique, c'est fini. Mais la France, ça ne sera jamais fini. Hervé Nathan, on commence par revenir sur l'affaire. Est-ce que vous avez été un peu, si ce n'est convaincu, en tout cas un peu ébranlé par la défense du président de la République que moi j'ai trouvé un peu interpellant quand même, tellement il avait l'air convaincu? Vous aviez oublié la capacité de Nicolas Sarkozy à convaincre. C'est un trait de caractère, c'est une de ses qualités politiques. C'est pour ça entre autres qu'il avait été élu président de la République. C'est extraordinaire capacité de projeter sa personnalité, de convaincre, d'avoir des élans de sincérité. À mon avis, un petit peu quand même fan, parce que moi, sur le fond, il ne m'a pas vraiment convaincu. La question qui reste posée, alors, bien sûr, après tout, d'abord, il est présumé innocent, on va le répéter autant de fois qu'il le faut, donc il est présumé innocent, et les questions qu'ont posées les juges, c'est pourquoi il y avait autant d'argent liquide dans sa campagne, pourquoi il y avait un coffre-fort, ça a été reconnu. Alors il dit il y a des papiers qui sont